Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Baptiste de Foucauld. Bonjour. Bonjour. Vous avez été au XXe siècle, vous avez été commissaire au plan et puis vous êtes proche de Jacques Delors, vous avez fondé avec d'autres l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage et puis également dans une autre dimension un cercle de réflexion, démocratie et spiritualité. Et puis aujourd'hui vous êtes le coordonnateur du Pacte civique, vous nous en parlerez plus longuement. Vous faites partie de ceux qui regrettent que la fraternité soit le parent pauvre de la République et vous appelez à une plus grande sobriété. Nous irons plus à fond sur toutes ces questions-là. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens sur l'actualité par Nathalie Birchem pour Bonjour. La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Et c'est Nathalie Birchem qui pose la première question. Oui, Jean-Baptiste de Foucauld, jeudi matin, on a eu une nouvelle statistique sur le chômage. Selon l'INSEE, le taux de chômage au premier trimestre 2015 a baissé. Selon Pôle emploi, le nombre d'inscrits en avril a augmenté. Bon, c'est des soubresauts. Vous la voyez venir, cette baisse du chômage, et quand ? Jean-Baptiste de Foucauld. Je l'espère. Je me bats pour. Il n'y a pas de raison qu'elle n'intervienne pas à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune fatalité dans le chômage. Merci de nous rassurer, nous étions inquiets, nous pensions que le chômage pouvait être structurel. Je pense qu'un des problèmes de nos sociétés, c'est qu'on veut concilier le progrès économique et social qui crée des mutations, la liberté d'entreprendre et la liberté du travail. Et tout ça n'est pas conciliable ? Ça crée des tensions. Dans une famille ou dans un monastère, tout le monde s'organise en fonction de tâches à faire et tout le monde est affecté à un travail sans avoir nécessairement la liberté de choix. Mais dans la Quand on essaie de concilier ces trois choses, c'est plus compliqué. Et donc il y a des périodes où ça se passe mieux qu'à d'autres. Pendant les 30 Glorieuses, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et là, nous sommes dans une phase où les choses sont plus délicates. Et ce qui est quand même très remarquable, c'est de constater qu'au sein même de la zone euro, il y a quand même des très gros écarts de performance. Comment on les explique ? Entre l'Autriche, qui a un taux de chômage très bas, ou l'Allemagne, la Suède, et la Grèce, l'Espagne, et la France, qui est un peu entre les deux, il y a des écarts très grands. Alors ça tient à toute une série de facteurs, puisque le problème du chômage, c'est que c'est systémique. C'est qu'il y a à la fois le système éducatif, la capacité de compétitivité du pays, les politiques de l'emploi, le type de dialogue social. Bon. Voilà, donc on a un problème français vis-à-vis du chômage que nous essayons de régler depuis de longues années sans y parvenir, il faut dire les choses. Mais il n'y a pas de fatalité pour moi. Je ne me résignerai jamais au chômage. Alors, c'est pas comme si ce gouvernement et le précédent n'avaient rien fait contre le chômage. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des emplois aidés, certes, mais aussi dernièrement de la baisse du coût du travail avec le pacte de responsabilité. Maintenant, on parle de réformer le droit du licenciement en éventuellement plafonnant les indemnités prud'hommes. Est-ce qu'il faut faire des choses comme ça ? Est-ce que c'est ça qui fait que le chômage va baisser ou pas ? Jean-Baptiste de Foucauld. Non, alors il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de problème. Il y a quand même un problème au niveau de la zone euro. Globalement, ce n'est pas normal que l'Europe, qui n'a pas été à l'origine de la crise, soit la plus affectée par cette crise, alors que les États-Unis, qui ont tout de même créé de la finance toxique, qui ensuite a provoqué une vague de récession, en soient sortis les premiers. Donc il y a quand même, je pense que le plan Juncker est un plan un peu faible. Je pense que la politique monétaire, maintenant, est correcte. Mais je pense qu'il y a besoin d'une relance générale de l'investissement en Europe. Et nous avons, avec le Pacte civique, soutenu les initiatives citoyennes européennes qui visaient à faire un plan Juncker plus fort, plus solide, avec des ressources affectées, avec des eurobonds, avec une taxe carbone qui permettrait d'avoir un programme d'investissement. Bon, ça, c'est une première chose. Du côté de l'Europe. Ça pèse quand même un peu sur la France. Mais Voilà. du côté de la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais ça donnerait de l'air à tout le monde. Voilà. Côté français, alors, si vous voulez, côté français, le problème, c'est qu'il y a une priorité affichée du gouvernement pour l'emploi, mais de facto, la société française n'est pas organisée en priorité pour résoudre le chômage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le dialogue social n'est pas un dialogue qui est prioritairement augmenté sur ce sujet. Les entreprises
n'aiment pas licencier, mais le font quand même, et quelquefois pour des raisons boursières, plus que pour des raisons purement économiques. Et surtout, on n'a jamais fait, au fond, il y a deux méthodes qui ont réussi. Il y a des pays qui ont dit, au fond, le chômage, c'est un problème de marché. S'il y a un excès de travail par rapport aux emplois, mais c'est que le coût du travail est trop élevé, donc il faut la réglementation est trop forte, donc il faut libéraliser, déréguler. Bon. Ça a des avantages en termes d'emploi quantitatif, mais ça crée beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on diminue l'exclusion par le chômage, mais on risque d'augmenter l'exploitation dans le travail. Bon. C'est le problème anglo-saxon, ça. Et l'autre pays sont des pays dans lesquels, au contraire, on ne congédie pas le marché, on accepte les lois du marché, la mondialisation, la concurrence, mais toute la société est organisée, les partenaires sociaux dialoguent pour à la fois composer avec le marché, mais l'orienter en vue du plein emploi. Voilà. Et donc, ça veut dire que les politiques salariales, les politiques d'embauche, les politiques de soutien des chômeurs sont orientées principalement autour de ça. Et donc, en France, nous n'avons ni, je dirais, le dialogue social à la suédoise ou à l'allemande, ni le libéralisme anglo-saxon. Donc, et nous faisons un espèce de mauvais mélange des genres. Un mauvais mélange, oui. Donc, une question de Romain Masneau. Oui, pour reprendre une partie de la question de Nathalie Berchem, sur les contrats aidés en France, donc le gouvernement a annoncé 100 000 emplois de contrats aidés supplémentaires qui s'ajoutent aux 450 000 déjà en cours. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est un aveu d'impuissance par rapport à la montée du chômage qui semble, malgré un chiffre récent, qui semble assez irrésistible, inexorable en ce moment en tout cas? Jean-Baptiste Defoucauld. Alors, moi je n'aime pas cette critique rémanente des contrats aidés que l'on entend beaucoup en France, et notamment je considère que les qualificatifs de traitement social dont ils sont affublés n'est pas correct, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui produisent des biens ou des services qui sont utiles à d'autres. Donc c'est un bon outil pour vous? Alors, c'est un bon outil, et c'est là qu'on retrouve le problème français, à condition de bien l'utiliser. Alors, c'est un bon outil parce que ça permet d'embaucher des personnes qui sont au chômage de longue durée, en baissant le coût de leur embauche, de façon à ce qu'ils puissent être intégrés au processus de production. Sauf que, pour que ça marche, il faut que les causes qui ont fait que ces personnes sont au chômage de longue durée soient structurellement supprimées. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement très fort et une formation lorsqu'elle apparaît nécessaire. Or, en France, on fait des contrats aidés, mais les personnes qui sont en contrat aidé, ils ne voient plus Pôle emploi. Oui. Ils ont un mal fou à accéder à la formation. Et ils ne sont pas suivis. Et ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas accompagnés. Et je dirais, ce que nous faisons à Solidarité Nouvelle face au chômage, où nous faisons des contrats aidés finalement, privés. C'est-à-dire vous accompagnez les personnes en recherche d'emploi. Oui, et grâce à l'argent qu'on collecte, on subventionne l'embauche des personnes qu'on accompagne par des associations, mais nous continuons à les accompagner. C'est ça, vous les laissez et pas je dirais tomber. même que le fait d'accompagner quelqu'un qui est en situation de chômage et l'accompagner alors qu'il est dans une situation de travail, c'est très différent. Parce qu'à ce moment-là, on peut discuter avec l'employeur, voir les problèmes de la personne, prévoir des formations, préparer la suite. Donc l'accompagnement. Et à ce moment-là, c'est une priorité. Voilà, donc, et la formation. Et la formation. Donc je pense qu'il y a... moi, je serais même dans l'idée d'avoir des régulations qui vont vers le plein emploi. Dans le petit livre que nous avons fait avec un ensemble d'associations dans le cadre du pacte civique, moi je plaide pour aller vers une sorte, le mot peut-être un peu fort, mais de droit opposable à l'emploi. C'est-à-dire, comme il y a construit un droit opposable au logement, dire que toute personne qui subit un chômage de longue durée et qui a un projet d'utilité sociale validé par d'autres, pourrait bénéficier de l'équivalent d'un contrat aidé, que ce soit dans une association, même pour un travail indépendant. Je pense qu'il faudrait réfléchir à des formules comme ça. J'avais même à un moment l'idée de dire que les entreprises devraient aussi faire un effort pour embaucher les chômeurs de longue durée. Quand quelqu'un sur un CV a un blanc, c'est pas facile pour lui d'être embauché. Le trou fait mauvais effet. On pourrait dire que, normalement, il faudrait dans les entreprises un peu importantes qu'il y ait 3-4% des effectifs qui, lorsqu'ils ont été embauchés, étaient au chômage de longue durée. Donc on a bien compris qu'à vos yeux, il reste des leviers à utiliser qu'on n'a pas encore oui, il y a des leviers utilisés. Un quota de chômeurs de longue durée comme il y a un quota de travailleurs handicapés. Vous voulez me détruire l'idée. Non, je dirais que
est-ce qu'on veut... Le grand problème du chômage, c'est quand même le chômage de longue durée, le chômage de transition. Ça fait partie de notre système, il faut l'accepter. Ce qui est terrible, c'est le chômage qui est décourageant, où les personnes cherchent, ne trouvent pas, vivent ça comme une épreuve. Donc, est-ce qu'on prend en charge tous ensemble le chômage de longue durée ou pas? Ce qui est scandaleux, c'est le nombre d'augmentation de personnes au RSA, par exemple. Voilà c'est l'indicateur. un très mauvais signe. Ça, c'est un mauvais signe. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Je voudrais simplement avoir déjà une première appréciation de votre part sur les statistiques réelles. Est-ce qu'elles reflètent la véritable réalité du chômage? Alors, c'est une très bonne question. J'ai d'ailleurs présidé un groupe de travail du Conseil national de l'information statistique il y a maintenant quelques années. Et la conclusion à laquelle j'ai été arrivé, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. On ne connaît pas le nombre exact de chômeurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous appelez chômeur? Est-ce que c'est Alors, la définition du BIT est très claire. Du Bureau international du travail. Du Bureau international du travail, c'est très clair. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout, même pas une seule heure pendant une semaine de référence, qui est disponible et qui fait des recherches actives d'emploi. Il doit répondre à 15 questions. Donc ça, c'est les normes internationales. C'est les normes internationales, les mêmes partout qui font les statistiques. Bon, c'est une définition assez rigoureuse, donc ça diminue. Et en France, on n'a pas la même? Non, on a la même. Bon. Mais simplement, vous avez deux chiffres en France. Vous avez le chiffre qui est fait par enquête, conformément aux normes du Bureau international du travail, comme dans tous les pays, qui vous donne non pas un chiffre précis, mais un chiffre exhaustif. Parce qu'on interroge tous les mois 60 000 ménages, avec des questions assez détaillées, avec une première fois une interrogation en face à face, ensuite 4 interrogations successives. 60 000 ménages sont interrogés chaque mois. Oui, par l'INSEE, c'est ça que disait Nathalie. À partir de cet échantillon représentatif, on détermine un nombre de personnes au chômage et on a un chiffre qui est un chiffre exhaustif mais imprécis. D'accord. À Pôle emploi, vous avez des gens qui sont inscrits. Donc vous avez des gens qui sont inscrits, mais ce sont peut-être des chômeurs découragés qui ne cherchent plus vraiment. Et vous avez des gens qui cherchent et qui ne sont pas inscrits. Par exemple, un jeune qui termine sa scolarité, il recherche du travail, il peut s'inscrire ou ne pas s'inscrire à Pôle emploi. Selon qui s'inscrit ou qui ne s'inscrit pas, il est compté dans les chômeurs mensuels. Et nous avions dit... Comment s'y retrouver? Nous avions dit que les chiffres mensuels étaient un espèce d'indicateur statistique, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Quand je vois que le chômage des jeunes a augmenté de 1% au cours du mois de machin truc, je trouve ça absurde. Ça signifie rien. Bon. Par contre, il faut regarder les tendances. Et nous avions considéré qu'il fallait inverser le mode de communication sur le chômage. Il y a un problème français, on gémit chaque mois sur les chiffres mensuels, alors qu'en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, ça donne une tendance. Nous avions dit, dans ce groupe de travail, il faudrait tous les ans avoir une semaine dans laquelle on ferait le bilan de l'année. Et puis tous les trimestres, commenter les chiffres de l'INSEE, qui sont à mon avis plus représentatifs, et puis chaque mois avoir une indication de tendance. Voilà. Les personnes, les personnes qui sortent des statistiques, parce qu'il y a eu des modes de calcul qui ont changé, les personnes qui sortent des statistiques, où se retrouvent-elles en fait? Mais l'INSEE les prend. Mais dans les travaux de l'INSEE, vous avez à la fois les chômeurs au sens BIT, les chômeurs découragés, c'est-à-dire les gens qui disent dans les enquêtes, est-ce que vous voudriez travailler? Oui, je voudrais travailler. Est-ce que vous cherchez du travail? Non, parce qu'il n'y a pas de travail pour moi. Donc, ils sont quand même comptés comme chômeurs découragés. Et puis, il y a une troisième catégorie, ce sont les personnes qui travaillent à temps partiel. Et quand on leur dit, est-ce que vous voudriez travailler plus? Ils disent, oui, je voudrais travailler plus. Alors, est-ce que vous les considérez comme chômeurs ou pas chômeurs? Alors, moi, je parle en général de personnes souffrant d'insuffisance d'emploi. Et j'ajoute les chômeurs BIT. On voit la complexité du tableau. Les chômeurs découragés et les personnes à temps partiel voulant travailler à plein temps. Il y a d'ailleurs des gens à plein temps qui voudraient travailler à temps partiel. Bon, donc vous nous encouragez à prendre de l'altitude sur les statistiques. Il faut relativiser un peu, ne pas fétichiser les statistiques du chômage. Il faut les relativiser et se dire qu'on n'a pas de chiffre exact du chômage parce que les chiffres précis, ceux dont Pôle emploi, ne sont pas exhaustifs. Et les chiffres exhaustifs, ceux des enquêtes, ne sont pas précis. Ne sont pas précis, dites-moi. On retrouve le principe d'incertitude d'Heisenberg. Voilà. Romain Masneau, RCF, dans cette imprécision. Et la précision. Est-ce que l'une des solutions possibles au chômage est à rechercher du côté de l'assouplissement du CDI? Est-ce que c'est une piste intéressante? Jean-Baptiste Defoucault.
Et je pense que si on avait une société bien organisée, solidaire, avec un dialogue social fort, on aurait pu rétablir le plein emploi, je dirais, en gardant notre modèle social inchangé. Mais on n'a pas cette solidarité-là. On a trop d'individualisme, trop de corporatisme, pas assez le sens du marché, beaucoup de résistance au changement. Moi, je suis arrivé maintenant à l'idée qu'il fallait mettre de la souplesse dans tout ça. Alors, il y a deux façons d'organiser la souplesse. Soit la souplesse venant d'en haut par l'État qui déréglemente. Je pense que ça ne passera pas en France. Par contre, je pense qu'il faut donner aux partenaires sociaux de la marge pour négocier. Et des travaux de Seth à Guion qui ont réfléchi là-dessus, je pense qu'il faut organiser un peu plus de flexibilité, mais par la négociation sociale. Pas par l'État, pas par la loi. Parce qu'on va aboutir à quoi ? C'est aux partenaires sociaux de décider ça. Moi, je ne suis pas, ce n'est pas à moi de dire aux chefs d'entreprise ce dont ils ont besoin pour embaucher plus. Et ce n'est pas moi qui ne suis pas dans une entreprise de dire en tant que syndicaliste ce que je peux accepter et les contreparties que je vais demander en échange. Mais Nathalie Birchem les connaît bien, les partenaires sociaux. Elle va vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en assouplissant le droit du travail Voilà. Alors, c'est le débat qu'on va créer de l'emploi. C'est-à-dire, il y a une sorte de paradoxe qui fait qu'on pense que pour créer de l'emploi, il faut faciliter le licenciement. Enfin, en tout cas, la sortie de l'emploi, des contrats plus flexibles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez 20 ans d'expérience sur cette question ? Notre conclusion de la première partie. Je pense qu'il faut sortir du chômage à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, c'est par l'augmentation de la compétitivité, par des chefs d'entreprise qui innovent, qui investissent, qui gagnent des nouveaux créneaux dans la concurrence internationale, qui se positionnent et qui créent de l'emploi. Ça, c'est ce que tout le monde voudrait, c'est ce que les syndicats voudraient, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. La sortie par le bas, ça veut dire accepter d'avoir des normes un peu moins contraignantes pour faciliter les embauches. Et donc, je pense qu'il faut un peu les deux. Et que cet assouplissement, ils doivent être négociés. Parce que si on se contente de faire des assouplissements, rien ne dit que les chefs d'entreprise feront également la sortie par le haut. Ils peuvent en profiter. Et donc moi j'ai toujours critiqué par exemple que les allègements de charges, avec lesquels je suis d'accord, ne soient pas liés à une négociation. C'est-à-dire, une entreprise, une branche qui veut bénéficier des allègements de charges, eh bien, elle passe un accord. Pour pouvoir bénéficier de ces allègements, elle doit passer un accord avec, soit dans l'entreprise, avec les syndicats, avec un syndicat majoritaire, soit dans l'entreprise, soit dans la branche. Parce que le syndicat dira peut-être je vais accepter une modération salariale, mais investissez dans tel secteur, formez-nous. Il faut qu'on se parle. Oui, je crois que le problème essentiel, c'est les pays qui ont mieux réussi que nous sont des pays dans lesquels le dialogue social est un dialogue réel, fourni, et pas une mise en scène organisée par l'État, mais un vrai dialogue où on parle des vrais sujets. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons donc poursuivre ce vrai dialogue qui est le nôtre, où nous abordons les vrais sujets, mais nous allons marquer, pour commencer, une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Baptiste de Foucauld, coordinateur du Pacte civique. Et avec lui, nous travaillons sur le chômage et la situation économique et sociale. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors, vous vous êtes prononcé il y a quelques minutes pour un droit opposable à l'emploi. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous entendez par là ? Jean-Baptiste de Foucauld. Je veux dire par là que si vous voulez, on a une dette sociale vis-à-vis des personnes au chômage. Je rappelle que la Constitution nous dit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Ce sont des phrases très très fortes quand même. C'est dans la Constitution. C'est dans les préambules de la Constitution. Bon. Dans la situation de chômage dans laquelle nous sommes, il me semble que quand quelqu'un subit un chômage de longue durée et qu'il a un projet d'utilité sociale, soit qu'il veut lui-même développer, soit qu'une association est prête à valider. Ça peut être quoi un projet d'utilité sociale, Jean-Baptiste de Foucauld ? Ça peut être des tas de choses. Ça peut être garder des enfants pendant une... Ça peut être... Enfin, tout ce que fait la vie associative, grosso modo. C'est aussi simple que ça. Je pense que...
on devrait aller dans cette direction. Donc je suis chômeur, j'ai un projet, le- qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vais trouver une association, ou je Oui. monte moi-même une association, et puis je fais valider le projet par un comité qui décide que ce projet est valable, peut tenir la route, et je décide de... Et les sous, Ben, le financement? Les sous, c'est la collectivité. D'accord. Mais j'avais l'idée de dire que les entreprises qui n'auraient pas embauché de chômeurs de longue durée, ou n'auraient pas dans leurs effectifs, pourraient cotiser à un fonds qui ferait que soit elles font elles-mêmes le travail d'embaucher des chômeurs de longue durée, D'accord. soit elles mettent de l'argent qui permet à des personnes au chômage il y de aurait longue ainsi, durée, voilà. mais ils auraient ce financement pendant 1 an ou 2. Ensuite, il faudrait que soit leur dispositif se développe, soit qu'ils trouvent un autre travail. D'accord. D'ailleurs, il y a des travaux en ce moment qui sont recherchés. ATD Carmonde, avec Patrick Valentin, fait un travail pour essayer de travailler sur des territoires sans chômeurs de longue durée. Oui, ça peut exister. Il y a 4 expériences qui sont Oui. tentées actuellement. Nous avons, avec le pacte civique, valorisé au cours d'un débat qu'on a fait à l'Assemblée nationale, où ils essaient d'organiser, de prendre les personnes au chômage de longue durée sur un territoire, de voir les besoins de la population non couverte et d'essayer d'utiliser les fonds publics pour rassembler les deux. Voilà. Et D'accord. pour cela, il faut une Nathalie loi Birchem, la il faut Croix. qu'une loi autorise cette expérimentation. Que nous demandons. Et donc vous demandez aux parlementaires socialistes de vous en saisir. Absolument. Aux parlementaires socialistes et non socialistes. Le pacte civique, nous travaillons pour tout le monde. D'accord. Et Oui, on devrait bien, nous sommes dans une phase où il faut absolument expérimenter. il faut innover, oui. Il faut expérimenter. donner la parole à la société civile qui a des tas de choses à faire, des tas de choses à dire. On ne peut plus construire ces politiques par en haut tout le temps. Il y a un grand besoin de participation. Et il faut qu'il y ait beaucoup plus d'articulation entre la créativité de la société civile. Qui existe, qui est réelle, que vous confirmez. Oui, qui est réelle, Il se passe oui, des absolument. choses. Il y a des tas de choses qui se Oui. passent. Et puis, des politiques publiques qui tombent beaucoup trop d'en haut, moins au niveau local où les choses se passent mieux, mais au niveau national, on a un problème d'État qui ne dialogue plus avec la société Louis civile. Dauphren, Voilà. Radio Notre-Dame. Est-ce que ce n'est pas une idée de haut fonctionnaire, là, ce que vous avancez, le droit opposable au logement et puis le fait de faire intervenir l'État, les politiques publiques, qui ont largement, enfin je ne sais pas, mais qui n'ont pas forcément démontré leur pertinence en matière de résorption du chômage. Est-ce qu'il n'y a pas des choses très simples? Je prends un exemple, hein, vous embauchez une femme de ménage, si vous la déclarez, regardez ce que vous payez en URSSAF, c'est colossal et on sait que la plupart des gens vont prendre, je sais pas, 25% déclarés et puis 75% au noir parce que Une question pour très des pratique emplois de Louis très, très Dauphren. simples, hein. Alors. Vous avez des charges qui sont tout de suite énormes. Alors c'est vrai que je ressors la musique classique, si on peut dire, des charges trop élevées, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que l'effet dissuasif il n'est pas là d'abord? Est-ce qu'il ne faut pas agir là aussi, Jean-Baptiste de Foucault? Oui, mais le problème, c'est qu'on a un modèle social derrière. Si ces personnes qui ne sont déclarées que pour le quart de leur travail, quelle retraite auront-elles? Donc ça déplace le problème. Eh oui. Le fait de ne pas assumer les charges déplace le problème. Je pense il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Nous avons un modèle social ambitieux. Bon. Donc il faut qu'on le paye, ce modèle social. Donc, Il n'est pas faut qu'on condamné, ce accepte modèle social? Mais quand on ne peut pas le payer, quand on ne peut plus le payer, Louis Dauphren. qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus le payer, notamment. Le chômage l'a quand même beaucoup miné. On pourrait beaucoup plus le payer s'il y avait davantage machine était d'emplois, relancée. si tout le monde cotisait. Ouais. C'est quand même une des raisons qui font qu'il a été miné. Une autre raison est qu'il a effectivement, à certains moments, eu une croissance des dépenses un peu rapide. Bon, mais ça, on est quand même en train, depuis quelques années, Ça n'a pas l'air de s'améliorer. de Sur la Cour ralentir des ça. comptes, De ralentir la dépense publique, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. Non, je pense que de toute façon, il faut ralentir la dépense aussi. publique. Oui. Donc, effectivement, on est à un niveau élevé mais de finances publiques, mais enfin, je crois qu'il faut qu'on trouve des formules de compromis qui nous permettent d'améliorer la situation, mais je pense qu'une dérégulation un peu sauvage ne passera pas en France et posera des problèmes de pauvreté qu'on déplorera par ailleurs. pas Donc, toucher sur la le vol. dérégulation de certaines professions, par exemple, et de taxis, ce qu'avait proposé Jacques Attali ou ce que propose, ce qui est pas mal dans l'air du temps, ce qui a bloqué avec les notaires, etc. Vous, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous dites, la France est trop un pays de rente et il faut sortir de cette logique-là? Qu'est-ce que vous Jean-Baptiste dites? de Foucault. Je dis qu'il ne faut pas casser les repères aussi. Et que quand il y a des repères qui fonctionnent, il vaut mieux les garder
Et je pense qu'on a par contre beaucoup à faire pour permettre aux personnes d'accéder aux professions de manière beaucoup plus simple. Au Pacte civique, nous travaillons avec l'ADI, avec Maria Novak, et ils se plaignent de toute une série de réglementations trop lourd, trop qui compliqué. empêchent d'accéder à des professions. On ne peut pas, par exemple, coiffer des personnes avec des modes un peu... si on n'a pas le diplôme de coiffeur. Voilà. Donc, on ne peut pas réparer une bicyclette si on n'a pas un diplôme. Alors que là, il y aurait des gisements. Il faut Il y aurait des gisements diplômes, possibles. Si on n'avait pas de financement. Bon, donc, s'il y a à déréglementer, c'est peut-être faciliter la création d'entreprises, déjà. Il y a des choses très simples, d'ailleurs, comme ce que nous proposons. Par exemple, les fonds de la formation professionnelle peuvent-ils servir pour accompagner les créateurs d'entreprises? On sait que les créateurs d'entreprises, comme les chômeurs d'emploi, ont besoin d'être accompagnés. Eh bien, les fonds de la formation professionnelle, théoriquement, la loi le permet, mais le décret n'a, semble-t-il, pas toujours été pris. Aussi, un blocage. Donc il y a des choses simples à faire. Il y a des choses simples mais à faire. il faut, commençons par alléger l'accès à l'emploi avant de vouloir trop, pour les emplois simples, avant de vouloir casser des repères qui existent. Parce que quand je discutais avec les notaires, c'est quand même plus compliqué que C'était plus compliqué, bien sûr. Romain Masneau, RCF. Les petites transactions vont être, actuellement sont plutôt avantagées aujourd'hui. Ouais, demain, si on le fait payer aux frais coûtants, ça va être trop cher. Ça Donc, risque d'être compliqué. regardons bien avant de déréguler. Étudions bien les choses. De manière générale, d'ailleurs. Prudence. Une des choses que nous disons au Pacte civique, on va trop vite. On va à la fois trop lentement parce qu'on cache les problèmes, et le jour où on veut les traiter, on va trop vite. Et alors qu'aujourd'hui, il faut des méthodes d'éthique de la discussion, de participation, pour construire les politiques avec les personnes auxquelles elles sont destinées. Voilà. Alors, Romain Masneau, RCF. Sur un autre sujet, le MEDEF va-t-il trop vite quand il veut amputer les pensions pour la réforme des retraites complémentaires? Par exemple, une personne, selon le MEDEF, qui partirait à la retraite à 62 ans, donc l'âge légal, verrait sa pension complémentaire amputée de 40%. Est-ce que c'est de la provocation, du réalisme, au contraire? Jean-Baptiste de Foucault, les retraites. Je trouve qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de coordination entre le régime public et puis les retraites complémentaires. Si les retraites complémentaires se mettent à partir toutes seules, Plus tard. un allongement sans que le régime public suive, on va créer des distorsions. Non, là, il va trop vite, manifestement. Ouais, c'est irréaliste. Oui, c'est irréaliste de faire comme Mais ça. globalement, on va vers un allongement. Logiquement, on va vers Tout un régime allongement. confondu. Oui. Mais par exemple, il y avait le gouvernement précédent avait fait une politique en faveur des seniors, pour que les seniors restent dans l'emploi, avec un système de taxes pour les entreprises qui n'avaient pas un plan senior suffisant. Bon, elle était un peu en chocolat, je vois. C'est joliment dit. Oui. Bon, mais malgré tout, il avait créé un élan dans cette direction. Je trouve que ces politiques, il faut les continuer. Si on veut allonger l'âge de départ à la retraite, ce qui est inéluctable, il faut le faire progressivement. On peut aller jusqu'à quel âge? 67 ans? Alors là, je ne suis plus au Conseil d'orientation des retraites et je n'ai plus Mais vous y fûtes, les schémas. Oui, vous avez absolument. Et j'avais beaucoup insisté sur le lien entre emploi et retraite, d'ailleurs. Ouais. Donc il va falloir allonger, de toute façon. Oui, je préfère rallonger, mais il faut... si on rallonge pour que les gens soient au chômage, si vous voulez, ça ne marche pas. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Il faut que ça serve à favoriser l'emploi. Et oui. D'accord. Oui. Nathalie Birchem, Lacroix. Un des problèmes de l'allongement de la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite, c'est qu'effectivement, c'est des emplois qui sont occupés par des personnes et donc qui ne peuvent pas être occupés par des chômeurs, par des jeunes. On n'a pas résolu ce paradoxe qui fait qu'on veut que les gens travaillent plus longtemps, mais on veut aussi trouver des emplois pour les chômeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hiatus ou on peut faire les deux? Jean-Baptiste de Foucault. Oui, il faut faire les deux. Bien sûr, il faut faire les deux. Mais peut-on? Oui, je pense qu'on peut. Les pays, par exemple, qui ont développé l'apprentissage sur une très grande gamme, arrivent à concilier les deux beaucoup plus facilement que nous. Mais quand il n'y a pas d'emploi, si on fait travailler les gens plus longtemps, est-ce qu'on ne prive pas les chômeurs de possibilité d'accéder à l'emploi? Très simplement. Jean-Baptiste de Foucault. Ce que je crois, c'est que il ne faut pas raisonner exactement comme ça. Allez-y.
c'est un peu comme quand on dit, il y a eu des économistes qui ont étudié les cas où il y avait par exemple en Floride, où les exilés cubains sont arrivés en Floride, on dit ça va accroître le chômage. Mais pas du tout, ça a fait baisser le chômage. Parce que les gens sont arrivés, se sont mis à travailler, travaillant, ils ont obtenu des revenus, et du coup, ça a créé une espèce de cycle favorable aux affaires. Voilà. Donc, l'emploi, ça ne marche pas l'un contre l'autre, ça marche tous ensemble. Voilà. Donc, si par exemple on arrivait à développer l'apprentissage beaucoup plus qu'actuellement, comme le font les Autrichiens, pour lesquels c'est une des raisons de leur taux de chômage très bas, ce qui suppose que les employeurs acceptent de se donner la peine de former un apprenti. Alors peut-être faut-il les aider un peu plus. Je vous rappelle que dans l'apprentissage, on travaille au-dessous du SMIC. Et que ceci a été validé par les partenaires sociaux. Donc les partenaires sociaux sont capables, de temps en temps, de déroger aux règles fondamentales parce qu'ils considèrent qu'il y a une logique. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on mène toutes ces politiques ensemble. Ensemble, et c'est bien ça qui est compliqué. Et pas l'une contre l'autre. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. Une autre question sur le travail et sur la santé. Est-ce qu'il faut reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, comme le souhaite par exemple notamment Benoît Hamon qui a déposé une proposition de loi en ce sens? Est-ce que c'est facile de s'accorder sur une définition et puis de convaincre les chefs d'entreprise aussi? Jean-Baptiste Defoucault, une réponse brève. Je pense qu'il y a quand même une certaine dégradation du climat dans un certain nombre d'entreprises. Je trouve qu'il y a le mal-être au travail se développe quand même. Et c'est lié au chômage, d'ailleurs la crainte du chômage. Est-ce que c'est un mal-être dans le pays ou est-ce que c'est un mal-être au travail? C'est très ambigu ce qu'il y a dans le travail. On a les deux. On a des gens heureux dans le travail pour qui on voit bien quand ils sont privés de travail, c'est énorme de leur vie qui s'effondre. Mais il y a aussi beaucoup de malaise dans le travail, beaucoup de stress, beaucoup tout un système de management par la performance, par le reporting qui trouble les personnes, on les met dans des situations délicates. Donc je serais assez d'accord pour qu'on reconnaisse le burn-out. Ça me paraît une manière un peu de prévenir des situations difficiles. Il se trouve que je suis président de l'Institut des métiers de France Télécom, où on travaille sur les métiers, où on avait en 2005 fait un rapport sur l'exclusion dans l'entreprise, et on voyait bien qu'il y avait des tensions. Et il y a eu beaucoup de suicides. Voilà, donc je pense que, de même que le harcèlement a été reconnu et finalement est utilisé, alors bien sûr, toutes les procédures peuvent être détournées, il y a toujours ce risque, ça va encore compliquer. Mais sur le principe, vous y êtes favorable. Je pense que le burn-out est aujourd'hui un problème qui est devenu un problème social qu'il faut traiter en tant que tel. Très bien. Mais peut-être que ça pourrait se traiter par le dialogue social, ça aussi. Faut-il faire absolument une loi? Pourquoi faut-il démarrer par une loi? Il faut peut-être mieux dialoguer que légiférer. Et si on avait un accord interprofessionnel là-dessus, est-ce que ça ne serait pas mieux? Bien. Pour ce qui nous concerne, nous allons poursuivre notre dialogue, mais nous allons d'abord marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Baptiste Defoucault du Pacte civique. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Defoucault du Pacte civique. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Le 4 mars dernier, vous avez écrit au président de la République, que vous appelez d'ailleurs cher François Hollande. Vous le tutoyez, le président de la République? Jean-Baptiste Je l'ai tutoyé autrefois, comme je ne l'ai pas vu depuis qu'il est président, mais oui, je l'ai fréquenté dans des clubs. Vous l'avez connu, d'accord. Il y a une certaine proximité. Voilà, alors la question, simplement, on pourrait évidemment se reporter à la lettre, mais vous dites qu'il faut aller plus loin que le service civique et vous vous engagez sur le front de la fraternité. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contenu de votre démarche, puis si vous avez une réponse ou déjà un début de réponse? Alors, le Pacte civique et la fraternité, Jean-Baptiste Defoucault. Alors, si vous voulez, avec un certain nombre de personnalités, d'associations, en 2011, nous avons lancé ce pacte civique. L'idée est assez simple, c'est que nous traversons une crise grave, une mutation. Nous devons à la fois résorber 3 dettes, la dette sociale, le chômage, les déficits sociaux, la dette financière et la dette écologique. Il faut résorber les 3 en même temps. Et ça va impliquer un gros travail sur une société qui est très individualiste. Et ce travail n'est pas encore commencé. Ouais. Et donc il faut s'organiser autour de 4 valeurs. La créativité, mais
pour donner du sens aux choses et pas seulement pour gagner de l'argent. La sobriété qui paraît incontournable. Il va falloir répartir mieux le superflu pour aller à l'essentiel, pour que chacun accède à l'essentiel. La justice sociale, la justice écologique et la fraternité. 4 valeurs. Il faut que chacun change de comportement personnel pour vivre ces 4 valeurs. Tout le monde va être amené à changer. Il faut que les organisations fonctionnent en fonction de ces 4 valeurs. Les entreprises, les syndicats, les associations, les églises aussi. Et il faut que les politiques publiques tiennent compte de ça et s'organisent pour créer une vraie démocratie. Voilà. Vaste programme. Oui. Voilà, vaste programme. Mais, Quel écho avez-vous reçu? On a eu 135 organisations qui ont adhéré. On a eu un certain nombre de personnalités de gauche et de droite qui ont adhéré. Et on essaie de cheminer. Voilà. Mais le président de la République, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le président de la République n'était pas. Il a signé en tant que candidat. Oui, en 2011. Voilà. C'est déjà ça. Mais aujourd'hui. On n'a pas revu depuis. D'accord. Voilà. Bon, l'appel est lancé. Depuis. Oui, mais, l'appel est lancé. Voilà. Alors, pourquoi on a lancé cet appel? D'abord, parce que cette idée de fraternité, c'est une de nos 4 valeurs phares avant. Mais le 11 janvier, j'ai senti que quelque chose se passait dans le pays quand même. Voilà. C'est complexe ce qui s'est dit. Bon, on a des tas de débats là-dessus. Ambigu. Mais, bon, certains sont venus pour défendre la liberté d'expression, d'autres peut-être pour se préserver de l'islamophobie, d'autres pour dire... mais moi, j'ai senti qu'il y avait une demande pour quelque chose d'autre en France aujourd'hui. Vous y étiez? Oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai été frappé du calme. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire rester des gens debout pendant 3 heures en attendant que ça avance? Au mois de janvier. C'était très beau. Enfin, ça m'a fait un peu penser à mai 68 quand même. Est-ce que ce certains soufflet n'est pas moments de mai retombé? 68, des moments de calme, de non-violence. Est-ce que ce soufflet n'est pas retombé? Ce soufflet, alors, il va retomber si on n'en fait rien. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'interprétation que l'on donne, que l'on veut donner, c'est comme dans tout récit historique, la manière dont on le vit, dont on l'exprime, c'est ça qui va finalement lui donner sa force. Et moi, j'ai senti qu'il y avait à la fois une offre et une demande de fraternité ce jour-là. Il y avait une offre, les gens étaient fraternels, les savants ne se bousculaient pas. Et il y avait une demande de quelque chose. Et puis il y a ceux qui ne sont pas venus, effectivement, qui sont restés là en disant « je ne suis pas Charlie ». Moi, je n'étais pas Charlie non plus, mais j'étais dans la manif quand même. Voilà. Romain Masneau voudrait vous interroger, donc, RCF. Oui, si je puis me permettre, quand même. Donc, l'idée que la fraternité, c'est le parent pauvre de la devise républicaine. On parle sans arrêt de liberté, on parle sans arrêt d'égalité, mais la fraternité, on n'en parle jamais. Mais vous en parlez. Qu'est-ce qu'on veut dire par fraternité? C'est quoi la fraternité? C'est peut-être un peu trop chrétien pour qu'on en parle souvent aujourd'hui, non? C'est pas ça qui bloque un peu? C'est peut-être ça qui bloque, mais je rappelle qu'au XVIIIe, c'est quand même venu beaucoup par la maçonnerie aussi. Les Lumières. Et puis, c'est quand même un problème général. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que nous devons nous conduire, nous comporter dans un esprit de fraternité. Donc, c'est le genre humain. Bon, voilà. Justement, le président de la République, François Hollande, a décidé de faire monter en puissance le service civique pour qu'il bénéficie à 150 000 jeunes, c'est-à-dire 3 fois plus qu'aujourd'hui à peu près. Est-ce que ça peut être un moyen concret pour œuvrer à plus de fraternité, d'intégration dans la société? Alors, Jean-Baptiste Defoucauld. Ce que je reproche, disons le mot, au président de la République, ça n'est pas ce qu'il a décidé qui est bien. C'est-à-dire, je pense que sur le service civique, il a pris la bonne décision. Il n'est pas tombé dans l'erreur de vouloir faire un service civique obligatoire qui aurait été mal fichu, qui aurait été un service bas de gamme. Il reste dans une logique de service civique comme une expérience de vie de plusieurs mois où on apprend à travailler pour les autres et où on construit vraiment quelque chose. Bon. Donc la montée en puissance progressive, l'universalisation, c'est très bien. De même que son idée de réserve citoyenne, pour lesquels il a confié un rapport au vice-président du Conseil d'État et à un député européen, Sauvé Onesta, est une bonne idée. Mais ce sont des réponses ponctuelles, utiles, mais ce n'est pas une réponse politique, globale, symbolique, à la hauteur des défis de notre société. C'est pas à la hauteur. Et je pense que il faut organiser un travail collectif sur la fraternité. C'est-à-dire, moi, je souhaite, j'appelle à ce qu'il demande au président des 2 assemblées, au président du Conseil économique et social,
de mettre au travail notre pays sur cette question de la fraternité. De quelle façon, Jean-Baptiste de Foucauld? Eh bien, d'abord, il y a d'abord un problème, je dirais, de qu'est-ce qu'on veut dire par là? Définir ce qu'on entend par fraternité, ce qu'elle implique, ce qu'elle n'implique pas, ses liens avec les autres valeurs de la République, ses liens avec la liberté, parce que la fraternité, ça ne doit pas être un étouffement de la liberté, dans une emprise, mais ça ne doit pas être non plus, ça doit être aussi un contrepoids à l'égoïsme, qui peut être la liberté. Et par rapport à l'égalité, c'est la même chose. La fraternité doit aller dans le sens de la justice, mais pas nécessairement de l'uniformité, de l'égalitarisme. Pas simple, hein. La fraternité, il y a eu des grands débats au XIXe siècle pour savoir où la mettre. Et par exemple, Pierre Leroux, le socialiste, disait qu'il faut la mettre entre les deux. Il disait liberté, fraternité, égalité. Philippe Vial, dans son livre récent, dit la fraternité, ça doit être même au début. Et je peux même vous dire une citation. On voit ce débat est compliqué. Oui, donc il y a un débat intellectuel pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que c'est une valeur qui ne peut pas tenir debout toute seule. C'est ça. C'est pourquoi nous, au Pacte civique, nous l'avons relié à la sobriété. La fraternité, c'est pas courir après le superflu, c'est redistribuer le superflu. À la créativité, ça ne doit pas être quelque chose de triste et à la justice. Et à la justice. Voilà. Bon, donc il y a un travail intellectuel à faire, et puis ensuite avoir les expériences réussies de fraternité. Moi, je pense que, par exemple, la solidarité nouvelle face au chômage, on ne parle pas de fraternité. Mais en fait, on a appliqué on a créé de la fraternité entre des non-chômeurs et des chômeurs, alors qu'il y a un déficit de fraternité. Le chômeur, on l'écarte. Solidarité nouvelle face au chômage. Donc, il y a à regarder ce qu'on fait de bien et toutes nos lacunes en termes de fraternité, tout ce qu'on pourrait améliorer. Le guichet. Le guichet est-il fraternel? Le site Internet où vous allez chercher des renseignements, est-il fraternel? Quand on vous dit taper 1, taper 2, taper 3. Pôle emploi, est-il fraternel? C'est pas sa réputation. La fraternité peut être une inspiration de nos politiques publiques. Nathalie Birchem, une question fraternelle peut-être. Du souffle voilà, vous avez raison, mais à notre vie nationale et même à notre identité française, sans qu'on en parle. Mais vous avez raison, mais est-ce que vous n'avez pas une difficulté à vous faire entendre à un moment où le gouvernement a pour priorité de répondre à des attaques terroristes, à de la barbarie au niveau international? Est-ce que c'est sûr, il y a une demande de fraternité, mais en ce moment, elle arrive à une période assez particulière où il y a aussi une demande de sécurité, il y a aussi une demande voire de répression. Est-ce que la fraternité, c'est le bon moment pour la mettre en œuvre? Il nous reste peu de temps, on a encore beaucoup de questions. Jean-Baptiste de Foucauld, sécurité et fraternité. Il faut répondre à la violence par la fraternité. Il ne faut pas répondre par la sécurisation absolue. Je pense qu'on voit que les Américains ont fait beaucoup d'erreurs dans ce domaine, que Guantanamo est une honte, quand même. J'écoute ce que dit Tereshchenko sur... Fallait-il assassiner Ben Laden et pas le juger? C'est une vraie question quand même, on n'a pas débattu de ça. Et je ne suis pas sûr que la loi renseignement actuelle soit une tellement bonne idée. Je pense que la réponse par la fraternité est la vraie réponse. Et que le droit est plus important que le droit de tuer qu'on a tendance à se donner aujourd'hui. Deux dernières questions rapides, Louis Dauphren, puis Romain Masneau. Louis Dauphren. Alors rapide, je ne sais pas, mais quelle fraternité peut-on attendre d'une république qui se recueille devant des cercueils vides et qui, objectivement, n'a pas de père? Après tout, si on est frère, c'est parce qu'on a un père commun. Il n'y a pas de père. Déjà, il n'y a pas de père. Source de la fraternité, premier point. De Foucauld. Puis deuxième point... dans la déclaration des droits de l'homme, il y a un père. Oui, mais là, je vous parle de la République. Je fais allusion, évidemment, à ce qui s'est passé au Panthéon, mais plus largement, on ne voit pas le père commun aujourd'hui. Bon, et puis, il y a une logique de déconstruction des valeurs dans laquelle on est déjà engagé depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que ça va à l'encontre de la fraternité, ça? Jean-Baptiste de Foucauld. Le fait de vouloir tout déconstruire, et quitte à amener un éclatement des cellules de base, des familles, la famille, etc. Si vous voulez me dire qu'on a été trop loin dans la déconstruction, je suis d'accord. Avec l'idée de fraternité, il y a bien l'idée de savoir ce à quoi l'on tient vraiment et le rapport à l'autre. Oui, je pense qu'il le rapport à l'autre, c'est dégradé. On s'est donné un droit à se séparer d'autrui qui est excessif. Excessif, vous diriez ça?
Oui, dans tous les domaines, dans l'emploi, dans la vie affective. Oui, je pense que oui. C'est inquiétant, ça. Je pense qu'aujourd'hui, on valorise les contacts gratifiants, mais les contacts difficiles ne sont pas assez pris en compte. Et je pense que la fraternité, on peut aussi la penser comme un droit et un devoir. C'est-à-dire que j'ai le droit à bénéficier d'une certaine fraternité de la part des autres. Ce n'est pas le sacrifice, justement. Mais j'ai aussi un certain devoir de fraternité à l'égard d'autrui. Mais le droit a déjà dit un certain nombre de choses comme ça. Le devoir d'assistance à personne en danger, c'est quand même... sur quoi est-il fondé, sinon sur l'idée de fraternité? Mais c'est en situation d'urgence et de danger. Oui, c'est pas en situation ordinaire. Donc je pense que cette idée de fraternité, nous avons à travailler dessus pour savoir ce que nous voulons en faire. Je pense que ce serait un beau projet pour la France. Un beau projet. Et si cette émission pouvait... Va y contribuer. Et d'ailleurs, allez, une dernière question. Nous avons des réunions qui se font sur ce sujet. La société civile est assez active. Il y a des tas de collectifs. Le 11 juin prochain, place de la République, l'Initiative et Changement et le Pacte civique tiendront un petit stand. Et ben voilà. Pour qu'on puisse... L'appel est lancé. Une dernière question. Romain Masneau, RCF. Vous avez dit que la justice sociale et écologique était une de vos valeurs fondatrices au Pacte civique. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de la grande conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année? COP 21, Jean-Baptiste de Foucault. Eh bien, d'abord, ça peut être aussi une occasion de... La fraternité avec la nature, c'est aussi un thème qui peut être décliné. J'en attends une prise de conscience forte, et puis des décisions, mais des décisions qui vont impliquer des efforts. Moi, je pense que il y a une certaine tension entre l'écologie et le modèle social aussi. Donc, c'est pour ça que la question... Une tension de quelle façon? Une opposition, disons. Oui. Plus on changera nos comportements, moins on aura besoin de dépenser de l'argent pour faire la mutation écologique. Oui. Et donc, plus il y en aura de disponible pour les questions sociales. Au contraire, si on ne change pas nos comportements, s'il faut investir... et à ce moment-là, on aura une compétition pour les ressources publiques entre le social et l'écologique. Et le modèle, le fameux modèle dont on parlait, c'est pour ça que le changement de comportement est important. Voilà. C'est pour ça que cette question de la sobriété, il faut que nous assumions la sobriété, que les grandes régulations collectives nous conduisent à prendre en compte davantage ces questions. Et alors c'est là qu'un des sujets qui rejoint ce que nous disions au début, c'est que tout ce que dit Aglietta sur qu'il faut une taxe carbone pour soulager le coût du travail est quand même une des pistes qu'on devrait... et j'espère qu'elle sera vue avec en plus la question du financement, qui est une question importante, puisque pour l'instant on n'a pas réussi à trouver les financements nécessaires pour cette transition. Mais c'est vrai que c'est un des grands enjeux du quinquennat, mais je pense qu'il a un lien avec la fraternité. Si nous ne sommes pas fraternels avec la nature et avec les pays du tiers-monde, nous en souffrirons tous. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Foucault. Je note que vous avez été quand même globalement optimiste pendant cette émission et vous avez ouvert avec nous des pistes d'espérance autour de la fraternité, de la sobriété et de la justice. Je rappelle que donc vous êtes l'un des coordonnateurs du Pacte civique et je renvoie nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs aux différentes actions que vous avez évoquées du Pacte civique. Le prochain invité de Face aux chrétiens sera l'un de vos successeurs au commissariat au plan, Henri Guénaud. Henri Guénaud, aujourd'hui député républicain, je ne sais pas comment il faut dire, député LR, député républicain des Yvelines et proche, nous le savons, de Nicolas Sarkozy. Merci à vous tous de votre fidélité. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez évidemment retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Nous vous donnons rendez-vous donc à la semaine prochaine. Merci à vous tous.